Et coucou tout le monde, nouvelle vidéo en ce début de mois de février. J'avais pas mal de petites choses à vous dire, du coup je me suis dit allons-y, posons-nous, faisons une vidéo pour leur parler de toutes ces petites choses du coup que j'ai découvertes, lues, vues, écoutées ces dernières semaines. Je fais pas une intro plus longue que ça et je commence d'ores et déjà avec un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle La fille de l'ogre de Catherine Bardon, édité aux éditions Pocket, que je lis dans le cadre du Grand Prix des lecteurs des éditions Pocket 2024. C'est le deuxième livre que je lis dans ce cadre-là. Le premier, c'était Monstre, que j'avais adoré et que je vous conseille vraiment vivement. Vous pouvez retrouver la chronique sur mon compte Instagram. Ce livre, il est question de Flore des Oro, qu'on voit juste ici, et de son père, Raphaël Trujillo, qui est l'un des plus funeste et violent dictateur de l'histoire en République dominicaine et c'est tiré d'une histoire vraie. Ici donc on a la véritable photo de Flore et de son père Raphaël, et on retrace l'histoire de cette petite fille qui naît entre les années 1910-1920, je crois qu'elle est née en 1915, c'est ça, 1915, à San Cristobal en République dominicaine. En gros, c'est l'histoire de cette jeune fille et comment elle se construit, donc de sa naissance en 1915 jusqu'à pas forcément la fin de sa vie, mais jusque dans les années 70. Et en fait, c'est une jeune femme dont on ignore complètement l'histoire, puisqu'on s'est bien entendu beaucoup plus attaché dans l'histoire à son père, au dictateur, à la figure du dictateur qu'à ses enfants, puisqu'il a eu de nombreuses compagnes, de nombreuses amantes, de nombreux enfants cachés, de nombreux enfants officiels, officieux, bref. Et Flore des Oro est vraiment sa première fille légitime qu'il a eu du coup en 1915 comme je le disais. Et donc du coup ce roman, puisque c'est un roman qui s'inspire de faits historiques, mais ça reste quand même un roman et une libre interprétation de l'auteur Catherine, retrace du coup la vie de cette petite fille qui vit dans l'ombre et dans un besoin de reconnaissance perpétuelle de la part de son père, qui lui est forcément beaucoup plus intéressé par sa carrière diplomatique, sa carrière politique, ses ambitions, et qui va envoyer Flore dès son plus jeune âge dans un comment on appelle ça, dans une institution en France pour qu'elle puisse étudier auprès des plus grands et des enfants issus de bonnes familles. Et du coup, c'est une jeune femme qui assez rapidement va chercher dans le regard des hommes, elle s'est mariée 9 fois, elle va chercher dans le regard des hommes une espèce d'approbation, une espèce de reconnaissance qu'elle n'a pas du tout avec son père. Et on se rend compte aussi que chacun, pourquoi elle a eu autant de mariages et d'hommes dans sa vie, pas que c'est une femme volage, absolument pas, mais c'est plus une femme perdue et qui recherchait aussi à travers ses aventures, à travers ses mariages et à travers ses histoires d'amour, à reprendre aussi un peu le... Comment dirait-on ? Reprendre un peu en main sa vie, et au final elle se rend compte que c'est impossible avec un père tel que Raphaël Trujillo qui veut avoir la main mise sur tout, ce qui fait qu'en fait à chaque homme qu'elle avait, avec lequel elle se mariait, son père en faisait son sous-fifre, son second, un diplomate dans un autre pays. En fait il plaçait vraiment ses pions à travers le compagnon, l'époux de Flore, et forcément à chaque fois ça ne se finissait pas très bien. Elle ne pouvait pas sortir dans un bar sans être espionnée à chaque minute par du coup les équipes de son père. Et voilà, donc c'est une femme qui pendant toute sa vie a cherché la liberté, a recherché son libre arbitre, à chercher à tracer son propre chemin, à prendre ses propres décisions, mais elle n'a jamais réussi à le faire, puisqu'elle était vraiment sous emprise. Et quand bien entendu Raphaël décède, elle est partagée entre pleurer un père et être soulagée que le dictateur et ce personnage qu'elle exécrait décède en fait. Donc voilà, c'est
c'est vraiment très intéressant en fait de découvrir sous couvert d'un roman l'histoire du coup de cette jeune femme. Donc voilà, si cela vous intéresse, je vous le conseille, La fille de l'ogre, c'est vraiment un très bon roman. Autre petite chose qui s'est passée sur le mois de janvier et qui a, on va dire, marqué plutôt émotionnellement mon mois de janvier, où je vis donc à l'Alpe d'Huez. On a accueilli ce qu'on appelle un trophée mer montagne, bref, où des marins et des montagnards se retrouvent pour s'affronter lors d'épreuves sportives du coup sur les pistes de ski. Et en parallèle, on propose une programmation de films en lien avec la mer et la montagne. Et on a proposé en diffusion le documentaire Rosie. Je vous remets l'affiche ici, je vous en ai déjà longuement parlé il y a très longtemps au moment où j'avais vu ce documentaire au cinéma. Donc c'est un documentaire qui est réalisé par Marine Barnerias, qui retrace du coup une partie de la vie de Marine Barnerias à partir du moment où elle apprend à la petite vingtaine qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques, jusqu'au moment où elle décide de ne prendre aucun traitement et de partir avec son sac à dos voyager en Nouvelle-Zélande, en Birmanie et en Mongolie. Elle a tiré du coup un livre de cette expérience qui du coup a été adapté au cinéma, puisqu'en fait elle est revenue de ce voyage avec plein de vidéos faites au téléphone pour se créer des souvenirs. Et quand le livre paraît sur son histoire, on lui dit mais en fait ce serait génial de porter ça à l'écran. Elle ne voulait pas en faire une fiction. Et elle dit au producteur que bah voilà, elle a tout un disque dur avec plein de bouts de vidéos mais tournés au téléphone, et ce sont ces morceaux de vidéos de vie de ce voyage qui ont été portés à l'écran avec une superbe bande originale signée par Mathieu Chédid. Bref, toujours est-il que si vous ne connaissez pas déjà de base l'histoire de Marine Barnerias, si vous ne connaissez pas son livre, je vous le conseille. Et si vous ne connaissez pas le documentaire Rosie, pareil, je vous le conseille aussi. Vous pouvez le trouver sur pas mal de plateformes en location, pas très cher, à 2,90 je crois. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, ce film. C'est un rendez-vous chez le psy, mais fois 100. On ressort de ce documentaire boosté, ému forcément, mais avec l'envie de profiter de chaque instant, mais encore plus que n'importe quel autre film docu comme ça. Il y en a plein qui, quand on ressort, on dit allez, j'en profite pleinement, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais là, je trouve qu'en plus de ça, elle offre une sacrée philosophie de vie qui est qu'elle est tournée vers les autres. Et je l'ai vu d'autant plus, enfin voilà, je l'ai expérimenté, si je peux dire ça comme ça, puisque Marine était présente lors de cette projection, qu'elle ne devait pas rester dans la salle, que finalement elle est restée dans la salle, qu'elle est intervenue à l'issue de la projection, et que ce film a vraiment, enfin j'ai été témoin d'à quel point ce film a pu chambouler les gens qui étaient présents dans la salle, dont moi une deuxième fois, et vraiment c'est une personnalité très solaire, très enthousiaste, très à l'écoute des autres, ouverte aux autres, pas du tout égocentrique, pas du tout autocentrée, mais alors elle est très loin de ses qualificatifs. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire son livre, de regarder son docu si vous voulez vous faire du bien. Alors forcément, on passe par des moments quand on regarde son film, des moments qui ne sont pas très gais, forcément à l'annonce du diagnostic. Elle fait intervenir ses parents qui voient partir leur fille avec une maladie, avec potentiellement des poussées qui peuvent arriver pendant son voyage. Donc il y a tous ces moments qui sont très émouvants, mais pour autant ça n'est pas triste. Ça n'est jamais triste en fait, ce documentaire. C'est ce qu'elle expliquait également, c'est qu'elle n'a pas fait ce voyage ni ce film contre la médecine. C'est pas du tout un film qui dit mais en fait les traitements sont pas bons, il ne faut pas prendre de traitement, il faut aller méditer dans la nature. C'est pas du tout ce qu'elle dit. C'est un film sur la cohabitation d'une personne avec sa maladie, est quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Et elle a choisi de le faire comme ça, de cohabiter de cette façon-là. Mais à aucun moment, elle dit, voilà, mon documentaire est une leçon. Pas du tout. Moi, je dirais que ce film, c'est plutôt une inspiration. Et vraiment, je vous invite à vous inspirer de ce film
et de ce livre et de son expérience, qu'on soit malade ou pas en fait, enfin vraiment pas. Voilà, donc elle n'impose pas sa façon de voir les choses, elle offre sa façon de voir les choses, cette cohabitation. Et voilà, après on prend aussi ce qu'on a envie de prendre, mais vraiment, enfin voilà, vraiment un super film docu, et c'était un moment très très fort de la rencontrer, de parler avec elle, de passer tous ces petits moments avec elle. Ça a été assez fort pour moi. Voilà pour cette deuxième petite chose que je voulais partager avec vous. Un petit peu de musique maintenant, puisque, alors je pense qu'en termes de musique, j'arrive toujours après la bataille. J'ai découvert, je ne sais plus comment, une artiste, si peut-être en scrollant sur mon téléphone, sur les stories Instagram qui sont proposées, je suis tombée sur une interview de Charlotte Cardin, je crois que c'est ça. C'est ça, Charlotte Cardin, qui est québécoise, il me semble, ou franco-québécoise, je ne sais plus. Bref, et elle interprétait dans une interview à la radio, en live, juste à la guitare, je ne sais plus quel titre, enfin, donc qui n'était pas un titre d'elle, c'était une réinterprétation. Et j'ai trouvé sa voix absolument dingue, et du coup je suis par curiosité allée écouter son album qui est 99 Nights, je crois que c'est ça, et je l'ai adoré, et je me suis dit, comme d'habitude quand je découvre comme ça quelque chose sur le tard, de pourquoi je n'ai pas découvert Charlotte Cardin et sa musique avant. C'est le genre d'album et de voix qui peut être écouté à n'importe quel moment de la journée, et peu importe l'état dans lequel on se trouve, puisque c'est un album qui propose un bel équilibre entre des chansons hyper dynamiques que moi j'adore me mettre le matin pour me booster et danser dans ma salle de bain en me brossant les dents. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi je le fais très régulièrement. Ça booste bien, hein, vraiment. Et des chansons un peu plus posées, un peu plus chill, dans des moments où voilà, où peut-être on va bouquiner, on va faire quelque chose d'un peu plus tranquille, et on n'a pas justement besoin de se booster ni envie de danser assez librement. Et vraiment un super album. Donc je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Cardin, n'hésitez pas à me dire, mais vraiment belle découverte. Et autre pareil, musique, enfin là c'est un titre que j'ai découvert qui est passé dans une émission dans un podcast dont je vous parlerai juste après, qui est une reprise de la chanson de Dalida, pardon, Laissez-moi danser, par Pomme et Wax. Donc Pomme je connais, Wax je connais, l'association des deux je ne connaissais pas, et encore moins cette réinterprétation de Laissez-moi danser. Et là je me suis dit que vraiment ça m'avait fait cet effet là quand Patti Smith avait repris je ne sais plus quel titre de Bob Dylan, où je m'étais dit mais waouh, je suis en train de clairement la redécouvrir, la chanson de Bob Dylan qui est vraiment magnifique. Si mon mec m'entend dire ça, que l'interprétation de Patti Smith est meilleure que celle de Bob Dylan, je pense que voilà, je dors dans la baignoire ce soir. Mais il n'empêche que sur ce titre, je vous mettrai le titre là si vous voulez écouter la version de Patti Smith, est vraiment magnifique. Et là du coup, Pomme et Wax qui réinterprètent la chanson de Dalida, Laissez-moi danser. Je me suis dit mais en fait les paroles de cette chanson sont vraiment très belles, sont hyper poétiques, et j'ai versé ma larme sur la réinterprétation de Laissez-moi danser de Dalida par Pomme et Wax. Voilà, donc je vous invite vraiment pareil à l'écouter. Est-ce que je vais pouvoir vous mettre un tout petit extrait ici? Je ne sais pas, mais dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment la chanson est belle parce que du coup Pomme pose vraiment les paroles de cette chanson. Je sais pas si vous avez la version de Dalida en tête, mais c'est quand même hyper disco. Et là, on écoute les paroles, vraiment, on écoute chaque mot. Et d'où, en fait, je me suis dit, mais d'où l'importance de l'interprétation de l'interprète, justement, du chanteur. Parce que, en gros, la chanson ne nous parvient pas de la même façon en fonction de l'interprète. Bref, vous m'aurez compris sur le principe. Mais voilà, Charlotte Cardin, 99 Nights, je vous le conseille. Et la réinterprétation de Pomme et Wax Laissez-moi danser, pareil, magnifique. Un petit podcast cette fois-ci que vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, mais là je vais vous pointer du doigt une émission qu'il faut écouter de ce podcast qui s'appelle le Book Club, et là il s'agit de la séquence avec Denis Podalides, que j'adore Denis Podalides, et là de l'entendre parler littérature pendant 1 heure, c'était juste un bonheur vraiment immense. Si vous aimez Denis Podalides, si vous aimez l'émission, pardon, le Book Club, allez écouter. C'est alors déjà de base quand il dit que
tout ce qui est littérature me réveille. Je crois que c'est ça sa citation. Déjà de base, vous vous dites que vous allez passer un très bon moment, donc il revient sur son passé avec la lecture, son amour pour Molière, son amour pour les mots, quels sont ses livres cultes, comment il décortique les mots, l'importance des mots, l'importance de la littérature. Et en fait, cette voix, elle pose, et vraiment, je l'ai trouvé, l'émission passionnante, vraiment passionnante. La journaliste qui présente le book club, je n'ai plus le nom en tête, mais elle est vraiment très bonne, et elle pose des questions hyper pertinente et hyper précise, et elle arrive à rentrer dans l'intime de Denis Podalides à travers son rapport à la littérature. Et bref, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment envie que vous ayez la surprise de ce qu'il dit et de ce qu'il aborde. Mais vraiment, si vous êtes en mal d'une émission, je vous conseille vraiment le book club et surtout l'émission avec Denis Podalides. Et je vous conseille également un autre podcast qui s'appelle In Power, présenté par, je vais vous le dire parce que ça me gêne de ne pas dire par qui est présenté In Power. J'avais écouté, je crois que je vous l'avais conseillé d'ailleurs, In Power dédié à Baptiste Beaulieu. Et là voilà, Louise Aubery, In Power par Louise Aubery. C'est juste ça, je ne sais pas si vous verrez bien, bref. Et là du coup c'est In Power avec Melissa d'Acosta. Pareil, un super moment, comme avec Baptiste Beaulieu, et Melissa d'Acosta revient sur les débuts de sa carrière qui s'est fait sur le tard, je l'ignorais complètement, sur la première publication de Tout le bleu du ciel, sur la publication poche de Tout le bleu du ciel, qui a clairement lancé vraiment sa carrière, sur comment lui est venue l'idée de Les femmes du bout du monde, son dernier roman, pourquoi elle ne reste pas sur des romans dans la même veine que Tout le bleu du ciel, où elle a envie de se renouveler, où elle a envie de surprendre ses lecteurs, de perdre des lecteurs, d'en gagner d'autres, de les retrouver, à quel point elle a envie de se lancer des défis dans l'écriture. Je l'ai trouvé vraiment passionnant cette interview, et c'est assez dingue en fait de constater à quel point cet écrivaine, auteur, a du coup lancé sa carrière sur le tard, à quel point elle a décollé et à quel point elle ne se repose en aucun cas sur ses acquis. Elle explique qu'avec Tout le bleu du ciel, qui a été un carton plein, elle aurait pu rester là-dedans et continuer, et c'était carton plein à chaque fois, sauf qu'elle accepte de se planter, elle accepte de ne pas avoir le même nombre de lecteurs que sur Tout le bleu du ciel, et elle est hyper humble sur tout, sur justement sa carrière, sur voilà les plateaux qu'elle peut faire, elle expliquait que justement son premier plateau, elle rentrait de voyage en van en Nouvelle-Zélande avec son mec, et qu'elle avait passé voilà quelques mois, quelques semaines dans un camion à se laver à l'eau froide, et que d'un coup elle rentre et elle fait tous les plateaux avec Tout le bleu du ciel, et elle reste hyper, enfin avec beaucoup de recul sur ça. Et bref, je vous conseille vraiment In Power, du coup l'émission avec Melissa d'Acosta, et le book club, l'émission avec Denis Podalides. Allez-y. Et je suis d'ailleurs en train de lire Les femmes du bout du monde, le dernier Melissa d'Acosta que j'ai pris à la bibliothèque. J'en suis page 119 sur 300 et quelques. Et oui, les questions, donc nous sommes en Nouvelle-Zélande et nous allons à la rencontre de deux femmes, Millie et Autumn. Autumn, c'est la mère, Millie, c'est la fille, qui vivent au bout du monde, comme voilà, son nom l'indique, les femmes du bout du monde. Et on est dans la région très isolée qui s'appelle la région des Catlins. Avant l'océan austral et le pôle sud, et elle gère un camping qui s'appelle le bout du monde. Ce sont deux femmes qui sont très isolées. Le père d'Anne est décédé dans des circonstances, comment dire, pas particulière, mais disons que c'est un homme qui aime la nature et qui aime se confronter à la puissance des éléments. Et je ne sais plus, elle le dit à un moment, mais je ne sais plus dans quelles circonstances il est mort. Est-ce qu'il allait photographier un raz-de-marée, ou je sais plus. Enfin bref, éléments naturels qui du coup l'ont emporté. Et du coup on retrouve, comment elle s'appelle? Je suis en train de le lire, j'ai perdu le nom. Elle s'appelle
Flore, ah bah oui, je me disais c'est Flore, mais c'est bizarre parce que c'est Flore des Oro aussi dans le livre que j'ai lu juste avant. Donc c'est bien Flore qui du coup débarque au bout du monde dans ce camping pour faire du woofing. Du coup elle est hébergée par Autumn et Millie dans ce camping et elle doit participer à l'entretien du camping et de la plage aussi qui est attenante. Et on sent que du coup Flore a des choses à cacher, qu'elle a quitté Paul, son conjoint, de façon très brutale. On a du mal encore à comprendre pourquoi. On sent quand même que dans ce couple il y avait des choses assez violentes, donc on sent que Flore est dans la fuite et dans la reconstruction. Et elle rencontre du coup ces deux femmes qui sont isolées, dont Millie qui a à peu près le même âge qu'elle et qui ne connaît rien d'autre que ce camping du bout du monde où elle vit avec sa mère en vase clos. On sent que Autumn est aussi une mère très accaparée par sa fille et qui veut que sa fille reste avec elle, puisque si sa fille part et découvre un petit peu les plaisirs de la ville, elle va partir définitivement du camping et Autumn ne se sent pas de rester seule et elle se raccroche à sa fille comme à une bouée un peu une bouée de sauvetage et elle voit du coup d'un mauvais œil en fait l'arrivée de Flore qui du coup au fil de l'histoire entraîne Millie dans la découverte, enfin dans voilà, essaye de lui faire comprendre qu'il y a autre chose que ce camping du bout du monde, que les dauphins, que les otaries, que les traditions maoris, et qu'il y a un autre monde à découvrir que ce bout du monde justement. Donc vraiment, pour l'instant, je passe un très très bon moment avec, donc c'est le dernier Melissa d'Acosta. Je sais qu'il n'a pas eu un grand succès, enfin il y a eu les lecteurs qui ont adoré et les autres pas. Pour l'instant, vraiment, je passe un très très bon moment avec ce roman de Melissa d'Acosta. Deux ouvrages achetés très récemment. J'ai acheté plein de livres en fait pour enfants dans une librairie. Je pense que j'en ai acheté une bonne dizaine pour faire des cadeaux. Donc je ne vais pas les montrer là si jamais les mamans concernées par les cadeaux à venir pointent le bout de leur nez par ici. Je pense notamment à Manon, des lectures de Manon. Du coup je ne vais pas les montrer ici, mais je vais vous montrer deux livres que j'ai achetés dans cette fameuse pile que je vais garder pour moi, donc je vais pouvoir vous montrer. Un livre jeunesse que j'ai adoré visuellement qui s'appelle La Montagne, édité chez Gallimard Jeunesse de Ximo Abadia. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est le graphisme de ce livre, voilà, qui se présente comme ça. Je vous ferai des petits inserts d'images, ce sera plus... Voilà, quelque chose de très minimaliste, mais à la fois qui offre vraiment dans le dessin des traits suffisants pour comprendre voilà l'image et les scènes. Ça fait très rétro comme illustration et j'aime beaucoup. Donc c'est en gros, tout le monde aime la montagne. En hiver, on peut jouer dans la neige ou ski sur les sommets. En été, on dort à la belle étoile et on se baigne dans l'eau glacée. Impossible de s'ennuyer. Il y a plein de choses à faire et à observer. Et dans la même série, il a sorti du coup un livre sur la plage. Et voilà, donc en gros, tu peux te rendre à la montagne en vélo de course, en moto, en caravane, en tracteur. Certains se lèvent très très tôt. On peut sauter des rochers, franchir des ravins, naviguer sur un canoë, faire du rafting. Bref, et je l'ai trouvé très beau et j'avais très envie de me le procurer. Une BD du coup dans la pile des livres que j'ai acheté dans cette maison d'édition, une BD dont je n'avais jamais entendu parler, mais j'ai eu un coup de cœur pour cette bande dessinée, coup de cœur aussi du libraire puisqu'elle était, voilà, il y avait un petit, comment on dit, un petit bandeau qui mettait coup de cœur de, je sais plus de qui c'était le coup de cœur, mais de quelqu'un qui travaillait à la librairie. Il s'agit de Là où vont nos pères de Shaun Tan. Donc c'est édité chez Dargaud. C'est une bande dessinée sur l'immigration. Pourquoi tant d'hommes et de femmes sont-ils conduits à tout laisser derrière eux pour partir seuls vers un pays mystérieux, un endroit sans famille ni amis, où tout est inconnu et l'avenir incertain. Cette bande dessinée silencieuse est l'histoire de tous les immigrés, tous les réfugiés, tous les exilés, et un hommage à ceux qui ont fait le voyage. Et il parle de bande dessinée silencieuse, puisque en fait, il n'y a pas du tout de... Alors déjà, ça, je trouve ça magnifique. Pareil, je vous ferai des inserts pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce dont on parle. Mais il n'y a pas de texte. Et en fait, c'est comme vous savez, les petits flipbooks où du coup, il y a plein d'images, où on prend le petit carnet depuis la fin, on fait vite passer les images, et ça fait comme un petit... comme un
un petit film animé, hein. De toute façon les dessins animés ce ne sont que ça, des cumuls de plein d'images. Et du coup là c'est ça. Et par exemple vous avez, qu'est-ce que je vais vous montrer là, par exemple on voit bien, en fait c'est comme un film, c'est-à-dire qu'il y a les images qui s'accumulent et en fait il y a l'action qui se joue. C'est juste que du coup elles sont en aplat et elles sont pas, elles passent pas vite pour produire du coup le mouvement. Et je trouve les dessins vraiment magnifiques. Je trouve ça très beau. J'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne l'ai pas encore regardé, j'allais dire lu, mais là on ne lit pas. Vraiment, on regarde. Mais je le trouve, enfin j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bande dessinée avec une thématique assez triste et assez forte. Mais ouais, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour les dessins. Et ça, je vous l'avais déjà dit, que quand je choisis une bande dessinée, je la choisis généralement d'abord pour les dessins, les illustrations, le coup de crayon, plus que pour l'histoire dans un premier temps. Et après, bien entendu, si l'histoire m'intéresse, c'est encore mieux. Voilà, donc écoutez, si ça vous tente, Là où vont nos pères de Shaun Tan, édité chez Dargaud. Et on finit par un petit film docu qui s'appelle Bénissez nos seins. Nos seins, S-E-I-N-S, qui est un, pareil, je vais regarder, qui est un film docu que vous pouvez trouver gratuitement. Pour l'instant, il est encore gratuit. Je pense qu'à un moment, il va devenir payant sur un site internet qui est en accès libre. Hein. Il n'y a aucun... Enfin, c'est hyper facile. Hein. Vous cliquez sur le lien que je vous mets en barre d'infos et vous avez accès directement au documentaire. Je l'ai partagé sur Instagram. Et Bénissez nos seins. Donc, c'est un film documentaire de... Pareil, je vais vous ressortir le nom de la réalisatrice. C'est donc réalisé par Angèle Mayret qui questionne le poids du patriarcat sur nos poitrines. Et je l'ai trouvé... Enfin, en fait, c'est le genre de documentaire, je finis ce documentaire, je me dis waouh, mais ce documentaire en fait devrait être diffusé au lycée, à la fac, dans les cinémas d'art et essai, partout en fait. Et il devrait être massivement diffusé parce qu'il est intéressant, il est censé, les interlocuteurs, les interlocutrices du coup interrogées sont passionnantes. Il y a forcément des femmes qui aiment leur poitrine, d'autres qui ne l'aiment pas. Il y a des historiennes, il y a des artistes, il y a des journalistes, il y a des doctoresses qui ont étudié certains sujets très précis sur la poitrine. Et ce documentaire est intéressant puisque du coup, comme vous l'avez compris, les seins complexent beaucoup de femmes. Angèle, du coup, la réalisatrice et journaliste, revient sur l'histoire du sein dans l'art, au moment où les peintres classiques étaient tous des hommes et où, c'est vrai, je ne l'avais pas remarqué, mais quand on regarde la plupart des tableaux du 16e, du 17e, du 18e, les femmes sont généralement représentées nues, avec des seins parfaits, bombés, absolument magnifiques, et généralement dans des positions plutôt lascives, avec le bras levé pour que le sein garde le bon galbe, etc. Dans la sculpture, pareil, elle revient aussi sur l'instrumentalisation du sein avec du coup l'arrivée de la lingerie, où on veut que le sein, pareil, soit pushé avec les fameux push-up, où en fait le push-up n'est pas fait pour maintenir le sein, mais pour se créer une espèce de poitrine idéale. Elle revient sur la maladie, tout ce qui est cancer du sein, quand du coup on est privé de sa poitrine, et où du coup les choses sont très difficiles à vivre. Mais elle aborde aussi la transsexualité, où des femmes, la transidentité, pardon, où des femmes se font retirer leur sein, et où, à l'inverse du coup de la maladie, là c'est plutôt une bénédiction et un bonheur de ne plus avoir ce qui caractérise la femme, où du coup on devient femme à la vue des autres parce qu'on commence à avoir une poitrine, alors que beaucoup de jeunes filles ont leurs règles avant d'avoir une poitrine, mais comme les règles sont quelque chose de dissimulé, de caché, et ben non, en fait, et on considère qu'une petite fille devient femme à partir du moment où elle a de la poitrine, qu'il faut avoir une poitrine pulpeuse parce qu'il faut être désirable, mais à la fois pas trop pour pas comment être dans la provocation, et à la fois les femmes qui ont une petite poitrine, c'est cool aussi parce que ça révèle un peu un espèce de dynamisme, un corps sportif, un corps sain, sage, enfin bref, passionnant. Et les témoignages sont
vraiment de grande qualité. Donc je vous conseille, ça dure 1h13 je crois, donc hyper rapide à regarder, gratuit. Et je vous conseille de le regarder avec vos amis, vos mecs, amis, vos mecs, vos... Enfin bref, en fait, il ne faut pas que ce soit que les femmes qui regardent ce documentaire. Je l'ai regardé avec mon mec qui a réalisé énormément de choses sur les dictates qu'on nous imposait. Et je préfère préciser aussi, je n'ai pas trouvé que ce documentaire, ce film docu, était pro-féministe. Il énonce juste des faits. Et alors forcément à un moment on parle des fémènes, mais parce que les fémènes se sont servies de leur poitrine et de leur corps pour faire passer des messages, mais il n'est pas, j'ai pas trouvé en tout cas de mon point de vue pro-féministe, parce que je sais que, les féministes peuvent, le féminisme en règle générale peut aussi gaver quand il est poussé à son paroxysme certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, mais du coup là vraiment pas du tout, on n'est pas du tout dans la provocation, on est sur une analyse de ce que représentait la poitrine et de ce qu'elle représente aujourd'hui. Voilà, bénissez nos seins, je vous remets l'affiche ici, je vous mets le lien en barre d'infos, je vous le conseille à 2000%. Voilà, écoutez, j'ai fini du coup ce que je voulais vous dire. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de lecture, mais parce que le mois de janvier a été très intense niveau boulot et que clairement je n'avais pas l'énergie pour lire, mais là je m'y remets et ça fait un bien fou. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez très bien que ces petites parenthèses ne sont pas forcément là que pour parler livre, c'était aussi pour me permettre de parler de plein d'autres choses que j'aime et que je fais en dehors de la lecture. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à laisser des petits conseils de podcasts, de films, de séries. Ah si, je vous ai même pas parlé en plus du film que je suis allée voir mercredi dernier, May December, avec Nathalie Portman et Julianne Moore, la sélection Festival de Cannes. Je crois d'ailleurs qu'il a eu un prix, il me semble. Grosse déception, donc je vais pas vous en parler, sans 7 ans. Pourtant, Festival de Cannes, plus Nathalie Portman, plus Julianne Moore, on était quand même sur une très bonne équation. Ça dure 2 heures, je me suis endormie à peu près 15-20 minutes. Ça m'arrive très peu de m'endormir au cinéma quand même. Waouh, en fait, le réalisateur a voulu partir dans 1 million de chemins différents sans en emprunter un seul. Et du coup, au secours. Et des fois, ce genre de film un peu difficile, à la fin, on cherche et on trouve une espèce de métaphore, une espèce d'interprétation. Ah ouais, il a voulu faire ça, ok, d'accord, ça fonctionne. Mais alors là, pas de métaphore, pas d'interprétation possible. Enfin, vraiment, mais j'étais avec ma belle-sœur qui, pareil, et il y a un monsieur qui est sorti de la salle avec une tête vraiment très... Le gars, on sent qu'il s'interrogeait hein, vraiment sur ce qu'il venait de voir, et je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je dis, alors, vous avez aimé, vous? Alors, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça bizarre, ça interroge, c'est étrange. Oui, clairement, c'est étrange. Je vous refais le pitch rapidement. Le réalisateur, dont j'ai perdu le nom, que je vous remets là, s'inspire d'une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis, je ne sais plus dans quel état, où une professeure de 36 ans tombe amoureuse d'un de ses élèves de 13 ans. Bien entendu, dans cet état-là, c'est passible de peine de prison, puisque mineure. Et du coup, elle va en prison. Enceinte du coup de lui. Je crois que c'est ça, l'histoire vraie, je crois que c'est ça que j'ai compris. Et quand elle sort, ils se marient et voilà, ils ont vécu quand même plusieurs années ensemble. Et donc le réalisateur s'inspire de cette histoire. Donc Julianne Moore interprète l'instit, mais qui du coup dans le film n'est pas instit, parce que c'est vraiment librement inspiré de cette histoire. Elle a un autre métier, et donc du coup Nathalie Portman interprète le rôle d'une actrice qui va jouer le rôle de cette femme qui est tombée amoureuse de son élève de 36 ans. Et donc du coup, elle va intégrer la famille du couple avec leurs enfants pour s'inspirer, pour en apprendre un peu plus et pour être beaucoup plus dans la sincérité et dans la meilleure interprétation possible de son rôle. La bande-annonce ne reflète absolument pas la lenteur du film. Quand on regarde la bande-annonce, on se dit waouh, un bon thriller psychologique, puisque Nathalie Portman va partir dans un espèce de mimétisme plutôt malsain de Julianne Moore. Et bah, en fait, le gros thriller psychologique que nous annonce la bande-annonce n'apparaît clairement pas dans le film. 2 heures, beaucoup trop longues. À la rigueur, j'ai envie de dire, ce qui reste de ce film, c'est plutôt la photographie, où vraiment les images sont magnifiques, la lumière incroyable. 2-3 scènes avec Nathalie Portman qui sont quand même
waouh, plutôt saisissante. Mais le reste, mais pourquoi? Pourquoi? Je suis allée voir après sur Allociné en rentrant parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi. Les critiques presse. Alors tous ceux qui ont mis 5 sur 5, hein, pardon du mot, mais c'est vraiment de la branlette intellectuelle. Enfin, je suis désolée si je suis un peu dure dans mes mots, mais vraiment, mais où est-ce qu'ils vont chercher leur chronique vraiment? Et derrière, voilà, il y a d'autres chroniques de journalistes où ils ont mis 2 sur 5, 3 sur 5. Alors après, on est en le droit d'aimer, encore une fois. Mais là, quand même, c'est compliqué. Bref, si vous l'avez vu, May December, pareil le titre. Quel est le lien avec le film? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Voilà, je vous invite, si vous l'avez vu, à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez le voir, allez-y. Encore une fois, je ne regrette pas d'être allée le voir. Dans tous les cas, j'y serais allée parce que Nathalie Portman, parce que Julianne Moore, parce que Festival de Cannes. Et voilà, j'aime bien aussi me confronter à ce genre de films qui me déplaisent et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont pu plaire et pourquoi moi je passe clairement à côté du truc. Mais voilà, toujours est-il que non, je n'ai pas du tout accroché. Voilà. Alors, je finis pas sur une note hyper positive, pas forcément hyper négative non plus, mais en tout cas, voilà, c'est mon avis sincère sur le film. Et si vous avez aimé, je suis très curieuse de comprendre pourquoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous accapare pas plus longtemps. Merci encore 1000 fois d'avoir été au rendez-vous de la précédente vidéo. Vous connaissez mon irrégularité. Mais voilà, là en tout cas, j'avais envie et je prends toujours beaucoup de plaisir à vous parler face cam et à vous... Voilà, montrer un petit peu tout ce que j'ai découvert, lu, vu, écouté pendant ces quelques semaines. Et voilà, et j'espère vous refaire une petite vidéo de ce type très bientôt. À plus!